Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codelaire. Je vous propose dans cette vidéo de faire le point sur mes lectures du mois de mai et de juin. Vous avez dû vous rendre compte qu'à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, il n'y avait pas eu de point lecture et pour cause, j'étais dans le même livre, donc j'allais pas forcément vous dire bon bah voilà, je suis dans le même livre, ciao. Je vais pas sortir mon appareil pour juste ça, donc, et je vous propose de le faire maintenant. Il y a pas mal de livres du coup, puisque j'ai sauté j'ai sauté un mois. Et le fait est que depuis le mois de mai, où je recommence à travailler dans une autre entreprise, etc., ce qui fait que je prends le train maintenant depuis le début du mois de juin, et qui dit train dit lecture, et qui dit lecture, évidemment, bah dans ce cas-là, il y a plus de livres à vous présenter. Donc au programme, je vais vous parler de L'Homme Rune de Peter V. Brett. C'est le premier tome du cycle des démons et c'est chez Milady. Je vais vous parler également de Nous autres simples mortels de Patrick Ness et vous trouvez ça, je crois que c'est chez Gallimard, Pulp Fiction. Je vais vous parler de ce manga, il s'agit de Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata et c'est aux éditions Pika Graphics. Et pour finir, je vais vous parler de ma lecture en cours, Princess Bride de William Goldman et vous trouvez ça chez Brajlon. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par vous parler de Peter V. Brett. Donc ce tome-ci, c'est le premier du cycle des démons, L'Homme Rune. Et vous trouvez ça chez Milady ou voilà, chez Brajlon si vous avez le tome de Brajlon. De quoi ça parle? Tout simplement, nous sommes dans un monde de fantasy où il y a des Chtoniens, c'est-à-dire des espèces de démons, de monstres qui apparaissent la nuit venue, enfin dès que le soleil se couche, ils sortent de terre où ils prennent apparence et en fait ils défoncent tout sur leur passage, ils cherchent leur proie, ils cherchent des proies à manger et donc évidemment ce qu'ils préfèrent becter ce sont des humains. Ils se manifestent chaque nuit donc dans ce monde de fantasy, ce qui fait que évidemment c'est un monde où l'humanité a assez régressé, enfin n'est pas vraiment très loin au niveau technologie etc. Bah, pour la simple et bonne raison que voilà, quand vous avez des monstres qui cherchent à vous bouffer, qui sortent toutes les nuits, bah, non seulement voilà au niveau mortalité de la population ça se pose là, mais vous pouvez pas faire du coup de trajet très long parce qu'il faut que vous soyez rentré avant la nuit. Enfin, il y a plein de choses qui marchent contre l'évolution de la société et l'amélioration de la société et juste voilà, les gens meurent plus qu'ils ne naissent en fait. Et donc nous suivons dans ce roman là en fait trois personnages différents. Donc nous avons Arlene, Lisha et je crois que c'est Roger ou Roger, je sais pas trop comment il le prononce. Donc ce sont trois personnages différents, donc deux garçons et une fille qui vont chacun avoir leur backstory différente et chacun va du coup lutter contre ces Chtoniens de façon différente en fait. Chaque nuit, pour éviter que donc les Chtoniens les trouvent et les bouffent chez eux, ils réussissent à se protéger derrière des runes qu'ils gravent sur leur maison ou qu'ils réussissent à mettre autour d'eux pour créer une espèce d'aura de protection autour d'eux. Donc on a une société qui est extrêmement patriarcale, où les femmes ne sont là que pour enfanter parce que évidemment comme tout le monde meurt très facilement, bah, il faut faire des bébés pour faire un petit peu la balance, ce qui fait qu'elles sont extrêmement mal considérées. Au début quand j'ai lu, j'avoue que je me suis demandé est-ce que c'était une critique de notre société ou est-ce que c'était une société comme ça parce que la note est comme ça. Enfin, je me suis vraiment posé des questions à savoir où est-ce que je me situe, où est-ce que le roman se situe par rapport à ça. Et je savais pas trop aussi où je me positionnais par rapport au niveau de violence dans ce livre. Parce que en fait, je pensais que ça allait être un petit peu plus light que ça, et ça ne l'est pas du tout. C'est assez... quand il y a de l'action... pas morbide, mais voilà, il y a des morts, il y a des choses qui se passent aussi, enfin, il y a trigger warning, il y a du viol, il y a des choses pas très sympas qui se passent, mais de l'inceste, etc. Donc, j'avoue que j'ai été un petit peu frappée par tout ça, parce que je m'y attendais pas forcément, je savais pas trop où me positionner par rapport à ça. J'ai réussi à mieux comprendre un peu où voulait en venir l'auteur, parce que justement, Peter V. Brett était l'un des invités aux Imaginales, donc j'en ai profité pour assister à ses conférences et aussi au petit déjeuner qui était organisé avec lui. Et c'était quelqu'un d'absolument génial, avec qui il discutait, avec qui parlait de sa saga. Là, on a trois personnages, on suit trois personnages principaux, mais dans toute la saga qui compte 5 ou 6 tomes, je crois qu'il disait, Peter V. Brett, qu'il y a 16 points de vue en tout. Donc voilà, il y a vraiment une panoplie de personnages différents. C'était une très très bonne lecture, je l'ai vraiment dévorée, littéralement.
Et j'ai hâte de lire la suite, de voir aussi toute cette partie qui se passe dans une fantasy beaucoup plus arabisante. Donc ça mêle un petit peu du européenne Medfan avec quelque chose qui est plus arabisant, et ça, voilà, ça fait un petit peu de nouveauté, un petit peu de fraîcheur dans ce que je lis, et je suis pas contre, franchement. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie aussi vers l'excellente vidéo qu'avait faite à l'époque Too Many Books, donc qui présentait cette série-là, qui d'ailleurs j'ai revu cette vidéo-là quand je me suis replongée dans ce bouquin-là. Et donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois quand j'aurai, j'espère, lu le tome 2. Je viens vous parler maintenant de ce bouquin-ci, c'est Nous autres simples mortels de Patrick Ness, et c'est chez Gallimard Jeunesse. Alors ce livre-ci m'a été prêté par une copine, et je vais vous expliquer pourquoi il est un petit peu spécial. C'est un livre qui fait une 300aine de pages. Alors certes c'est écrit assez gros, c'est la première fois depuis extrêmement longtemps, pour ne pas dire peut-être 5 ou 10 ans, je l'ai lu en 5 jours. Je l'ai lu en une semaine, et ça n'était pas arrivé depuis super longtemps. Et voilà, même si c'était écrit gros, etc., je l'ai bouffé, quoi. Et j'en suis moi-même la première surprise. Et ça, évidemment, c'est le fait de prendre le train qui fait que, évidemment, j'ai quasiment 3 heures de route voilà, à passer à lire ou à faire autre chose, mais notamment à lire. Donc forcément, ça augmente son temps de lecture, et forcément, ça augmente le nombre de livres que vous lisez. CQFD. Bref. Nous autres simples mortels, de quoi ça parle? Alors pour vous donner un petit peu une idée, c'est imaginez, vous voyez un petit peu les séries comme Buffy. Imaginez que vous voyez donc ce qui se passe dans Buffy, mais du point de vue des élèves du lycée de Sunnydale. Voilà. Vous suivez le commun des mortels, comme son nom l'indique, nous autres simples mortels, et avec justement une bande d'élus qui ont des super pouvoirs, qui se battent eux dans leur coin, et chaque chapitre commence par un petit résumé de ce que font ce qu'ils appellent les Indie Kids, c'est-à-dire imaginez Buffy et son Scooby Gang, quoi. Et vous avez donc les personnages, les protagonistes de cette série-là, qui sont des gens lambda, des adolescents qui finissent leur lycée, leur dernière classe, enfin l'équivalent de la terminale en fait chez eux. Et donc ce qui veut dire, c'est la vie normale d'un lycéen de l'époque, c'est-à-dire qu'ils préparent leur bal de fin d'études, ils préparent la cérémonie de la remise des diplômes, ce genre de choses. Et là-dessus, bah, il va y avoir des choses qui vont se passer, bah, justement, qui sont en rapport avec ce qui se passe, donc ces trucs surnaturels qui arrivent. Et eux, comment des gens simples réagissent à ça et essaient de vivre jusqu'au lendemain, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant au niveau du pitch. J'avoue que j'ai été assez désarçonnée au début, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, il y a 6-7 personnages, et il m'a fallu quand même pas mal de pages, pas mal de chapitres pour réussir à voir déjà qui était le narrateur, parce que j'avais l'impression que le narrateur changeait au début, et en fait non, c'est toujours le même. C'est toujours donc Michael qui est un jeune garçon, donc comme je vous disais, qui va ses dernières semaines au lycée. Il est amoureux d'une fille de sa classe, il est amoureux d'elle depuis extrêmement longtemps, elle fait partie de son groupe d'amis. À côté de ça, il y a sa sœur aînée à lui qui en fait est dans la même classe que lui, parce que elle a eu des problèmes, elle a eu des troubles de l'alimentation, ce qui fait qu'elle a loupé des années de classe, elle a eu des troubles d'anorexie, donc elle se retrouve dans la même classe que lui. Sa mère à lui, une politicienne qui se lance dans une campagne pour devenir sénatrice de son état. Et en fait, lui développe aussi des problèmes, des névroses, et en fait, il a des tocs, il se met quand il est en crise d'angoisse, etc., à développer donc ce qu'il appelle des boucles, c'est-à-dire que il faut qu'il nettoie, il faut qu'il fasse un certain nombre de choses un certain nombre de fois, et s'il le fait pas, il est encore plus angoissé. S'il le fait, en fait, ça l'angoisse de se rendre compte qu'il le fait. Enfin voilà, il est dans une sorte comme ça de névrose et de problèmes de mentaux, en fait. Et donc c'était aussi, je crois que c'était une des premières fois où je lisais ça, en tout cas de cette façon-là auprès d'adolescents. Et du coup, c'était vraiment très intéressant, en plus d'aborder aussi des thèmes comme le rapport entre les adolescents et les parents, justement les adolescents entre eux. Il y a aussi, ça aborde l'homosexualité, donc avec un des personnages qui est ouvertement gay.
mais qui est pas forcément traité comme le get service, c'était ça aussi qui était intéressant. Enfin bref, vraiment plein de choses qui étaient vraiment chouettes. Il y a juste que je pense que j'ai eu un petit peu du mal à me projeter déjà dans les personnages dans les premières pages. La petite sœur donc de Mike qui s'appelle Meredith, qui est censée avoir 10 ans, et je trouve que comment elle est écrite dedans, c'est pas une gamine de 10 ans du tout, quoi. Elle a une façon de parler, une façon de se comporter qui est plus proche de 13-14 ans qu'une gamine de 10 ans. Et du coup, j'avoue que ça m'a un petit peu... C'est un détail, hein, parce que c'est un personnage secondaire, mais ça m'a un petit peu emmerdée. Mais voilà, sinon, toujours est-il, ça a été en fait une lecture assez rafraîchissante parce qu'elle change énormément de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Et voilà, on a besoin de temps en temps d'un petit bouquin comme ça à glisser entre deux lectures un peu plus conventionnelles qui rentrent plus dans nos codes, etc. Et voilà, sortir un petit peu de ces sentiers battus, c'est pas plus mal. Je vous présente maintenant le manga de cette sélection, de ce programme. C'est celui-ci, donc c'est Solitude d'un autre genre, c'est de Kabi Nagata et c'est chez Pika Graphics. Alors ce manga, qui est un manga résolument adulte, c'est un documentaire et une autobiographie donc de l'autrice, qui parle de ses problèmes et aussi de ses névroses et de ses problèmes sociaux, on va dire, puisque Kabi Nagata en fait est une jeune fille, une jeune japonaise qui a eu des problèmes pour s'insérer, pour essayer de lier du lien avec les autres pendant quasiment toute sa vie, et elle se retrouve à l'aube de ses 30 ans, juste avant ses 30 ans, où en fait elle se rend compte que elle n'arrive pas à garder un travail, elle a du mal à trouver ce qu'elle veut faire, à trouver sa place dans la société. Elle aussi, elle a développé des troubles de l'anxiété, des troubles aussi sociaux, puisque elle a tendance elle est très introvertie, à ne pas se mélanger, à ne pas aller vers les autres. Elle a eu des troubles de boulimie et d'anorexie. Elle perd ses cheveux, je me demande si elle se scarifiait pas aussi. Enfin voilà, elle développe comme des symptômes de mal-être assez évidents. Et en fait, elle se rend compte au bout d'un moment qu'elle est lesbienne. Et au début, elle sait pas trop quoi faire avec ça. Et elle va commencer à essayer de reprendre possession de sa vie, en fait, au moment où elle va faire appel à une prostituée, lesbienne du coup, et qui va elle va essayer de retrouver, un peu de maîtrise de sa vie avec ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je mets ça en parallèle par rapport à un livre, un manga que j'ai lu, donc que j'ai présenté dans mon ancien point lecture, qui était, je crois, La virginité à 30 ans, mais qui était vraiment exclusivement masculine, et qui, pour sa part, était en fait des témoignages de quelqu'un par une tierce personne, en fait, par le journaliste. Et là, on a vraiment une autobiographie. Le dessin n'est pas du tout pareil, là, on est vraiment dans quelque chose qui est plus choupi, on va dire, qui est beaucoup plus enfantin presque, que l'autre qui était plus dans la caricature en fait. Là on est plus dans quelque chose de choupi, de plus intime, plus personnel, puisque c'est sa vie qu'elle décrit, et elle prend pas de pincettes pour dire à quel point c'était la merde dans sa vie quoi. Juste au pur niveau du dessin et du style et de la façon dont elle met en scène ce qu'elle raconte en fait, j'avais trouvé qu'il y a des choses qui font peut-être un petit peu amateur, dans le sens où elle a tendance, donc la Kabi Nagata, en fait à illustrer en dessin, mais vraiment beaucoup, elle le fait tout le temps, en fait elle paraphrase en dessin ce qu'elle dit en texte quoi. Et donc du coup c'est assez redondant, c'est vraiment très présent, et au bout d'un moment, moi j'avoue que c'est bon, j'ai compris ce que t'as voulu dire, c'est pas la peine de rajouter une couche. Alors peut-être qu'il y a des choses où les gens vont peut-être plus sensibilisés par le dessin plutôt que par le texte et vice versa, donc je sais pas trop, mais en tout cas c'était une lecture qui était très intéressante, et surtout ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était à la fin, donc il y a un petit texte, un petit explicatif justement de ce mal-être de la jeunesse japonaise, avec tous les travers par rapport à la place du sexe et la non-place de tabou que c'est encore dans la société japonaise, déjà pour la jeunesse en général, et encore plus pour les femmes, et encore plus pour la communauté gay, enfin les minorités comme ça qui sont vraiment marginalisées à fond, même si bon ça commence un petit peu à bouger. Mais je trouve que voilà, c'est un témoignage et un documentaire que j'ai trouvé extrêmement salutaire en fait, et vraiment intéressant dans son propos, dans son traitement. C'était très doux. Il y a des scènes de sexe quand même là-dedans, je tiens à le préciser. Je pense que rien que par la couverture on peut déjà s'en rendre compte, mais c'est vraiment aussi abordé avec beaucoup de pudeur et beaucoup de sincérité, et voilà, du coup c'était quelque chose, un manga que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Je finis ce point lecture avec ma lecture en cours. Il s'agit de Princess Bride de William Goldman, le grand classique du conte de grand amour et de grande aventure de R.S. Morgenstern. Et cette édition est la première édition qui était sortie chez Brajlon. Que vous dire à propos de Princess Bride, si ce n'est que c'est un de mes films préférés que j'ai vu quand j'ai dû avoir... il est sorti en 86, donc je devais avoir 5 ou 6 ans quand je l'ai vu la première fois. C'est une relecture pour ma part, puisque ce livre, je l'ai lu il y a déjà un bout de temps, et je voulais le relire, et je l'ai jamais refait, enfin je l'ai jamais fait, et en fait, quand mes amis sont venus à la maison pour qu'on parte ensemble aux Imaginales, le soir, donc la veille de partir aux Imaginales, on s'est demandé qu'est-ce qu'on va regarder, et si on se regardait Princess Bride, puisque c'était voilà, un livre et un film qui, moi, sont importants pour moi, et que donc mes amis aussi avaient découvert grâce à moi, entre autres. Et donc, du coup, voilà, on a voulu partager ça et revoir le film, d'autant que j'avais pas revu depuis beaucoup d'années. J'ai vraiment eu envie de relire le livre pour me remettre dans la façon très spéciale. C'est une narration qui est extrêmement... que j'ai jamais vue nulle part en fait. C'est très spécial, Princess Bride. De quoi ça parle? Je pense que si vous avez vu le film, vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Bref, on parle de l'amour inconditionnel entre Bouton d'Or et Wesley, qui vont du coup se découvrir amoureux au début de leur adolescence, au début, là je crois qu'ils ont 16 ou 17 ans quand ils se découvrent amoureux. Wesley part pour en fait gagner, parce que c'est un jeune garçon de ferme qui n'a pas de sous, et en fait il veut du coup partir dans le monde pour gagner sa vie, pour revenir, pour épouser Bouton d'Or. Son navire est attaqué sur le chemin par le terrible pirate Robert, qui ne laisse aucun survivant, tout le monde le sait, et ce qui fait que Bouton d'Or part en dépression parce que son grand amour est mort. Et des années après, donc son cœur est vide et sec, etc. Et en fait, elle accepte d'épouser le prince Humperdinck, même si elle le sait, elle est texto, elle est cash avec lui, elle ne l'aimera pas, elle l'aime pas, et elle accepte de l'épouser parce que il est opiniâtre. Le terrible pirate Roberts va faire apparition dans sa vie et ça va un petit peu changer sa life sans forcément vous en divulguer de trop. Mais il y a évidemment les personnages fétiches de Princess Bride. Inigo Montoya, je pense que tout le monde connaît cette fameuse phrase. Je m'appelle Inigo Montoya, tu as tué mon père, prépare-toi à mourir, voilà. Enfin, Fezzik aussi, évidemment, enfin, le Vizzini, enfin... Voilà. J'en suis à peu près à la moitié du bouquin et voilà, ça me rappelle plein de choses justement du film, parce que je me rends compte que ce film, je le connais par cœur, je connais les répliques par cœur, et je le connais visuellement quand je lis le bouquin, notamment parce qu'il y a des quotes en fait qui sont vraiment telles quelles entre le livre et le film, et du coup quand je les lis, je revois exactement la scène dans ma tête parce que je la connais quoi. Comme je disais, c'est un bouquin qui est vraiment extrêmement spécial, puisque c'est de la light fantasy sans en être, enfin c'est un petit peu particulier puisqu'il y a un petit peu d'humour là-dedans, ça se prend au sérieux et en même temps pas beaucoup. C'est un humour qui est assez spécial quand même, c'est un humour un peu pince sans rire qui vous fait croire des choses alors que c'est faux. Voilà, c'est assez subtil, c'est pas du poète tagada, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est ça que j'aime bien justement dans ce bouquin-là. L'auteur n'arrête pas de casser le quatrième mur, à vous parler directement à vous. Donc voilà, c'est un livre qui est assez spécial. Là, je vous en parle comme si j'avais terminé, mais j'en suis encore en plein dedans. Mais je pense que d'ici un peu moins de 2 semaines, une semaine, je l'aurai terminé et je pourrais passer à un autre. Mais voilà, c'est une lecture doudou, c'est une lecture qui me fait beaucoup de bien en ce moment. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce point lecture du mois de mai et juin. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez qu'on discute d'un de ces bouquins, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la barre d'infos. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes séries, d'excellents films comme d'habitude, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!